Précédemment dans Superstream, malgré toutes ses qualités, Astérix et Obélix, le combat des chefs, la série d'animation signée Alain Chabat, n'avait pas fait hurler de rire notre journaliste. Les internautes de Téléloisirs, eux, ont été 55% à aimer la série de Netflix. Ce mois-ci, on va parler de survivants et d'espions. C'est parti pour l'épisode numéro 12 de Superstream. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, vous écoutez Superstream, le podcast de Téléloisirs consacré au programme de streaming. Alors, qui dit nouvel épisode dit plein de nouveautés à passer au scalpel, des coups de cœur, des coups de gueule de nos chroniqueurs et bien sûr des débats. On parlera notamment d'une grosse série apocalyptique qui vient de revenir pour sa saison 2. Et pour le côté nostalgie, on se penchera sur ce qui est peut-être la meilleure série française de tous les temps. Et oui, on n'a pas peur des mots chez Superstream. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table, comme chaque mois, Émilie Lopez, Juliette Osbrock et Marc Arlin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hello. Salut. Et on commence tout de suite par les programmes qui vous ont fait vibrer ces dernières semaines ou au contraire ceux qui vous ont agacé. On va commencer par toi, Juliette. Tu as eu un coup de cœur pour une série française. Mais tout à fait. Moi, j'aimerais parler d'une série dont, justement, à mon avis, les auditeurs n'ont pas beaucoup entendu parler, qui s'appelle Le Sens des choses et qui est diffusée sur Max. Le Sens des choses, c'est donc une petite série, une petite comédie qui est adaptée d'un livre, par contre, que les auditeurs ont peut-être lu, qui s'appelle Vivre avec nos morts, signé de Delphine Orviller. Puisqu'en fait, le sens des choses, c'est l'histoire de Léa qui revient justement de l'école rabbinique et puis qui débute dans sa propre synagogue à Strasbourg. Voilà, Léa, c'est une jeune trentenaire qui vit encore chez papa, qui est très fusionnelle avec son frère. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une approche très fraîche en fait du judaïsme. Il y a l'histoire, c'est vraiment chaque épisode on suit Léa où en fait justement elle accompagne une nouvelle personne dans une étape de sa vie. Donc ça balaie énormément de thématiques, ça balaie le deuil, le mariage, la parentalité, évidemment le rapport à la religion, à l'héritage des traditions et des coutumes. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très nuancé parce que du coup, avec Léa, on a une vision qui est super moderne du judaïsme, mais en même temps, on n'a pas que cette vision-là. L'idée, c'est pas de donner une vision absolue de ça et de ce que ça devrait être. Justement, moi, ce que j'aimais, c'est que la série est pas du tout moralisatrice. Et du coup, ça confronte ça confronte aussi le point de vue de Léa avec des rabbins plus conservateurs et dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent ou pas cohabiter sur certains sujets. Donc, honnêtement, moi qui en plus suis pas très au courant des détails de la religion juive, honnêtement, j'ai trouvé ça super éclairant. Et puis super accessible aussi. Voilà, c'est très tendre, très drôle. Il y a des très beaux épisodes, notamment sur le rapport au deuil et toutes les coutumes qui vont avec dans les enterrements. Et c'est honnêtement, moi j'ai trouvé ça en plus super bien filmé. Alors chaque épisode est réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Keren Ben Raphaël. Et en fait, elle a une approche qui est visuellement très simple en apparence de toutes les actions, de tout ce qui se passe, de la vie très simple en fait de Léa et de sa famille. Mais elle a une approche des personnages où c'est vraiment les personnages qui sont mis en valeur. Et pour moi d'ailleurs, c'est les personnages qui font vraiment le caractère de la série. Léa, elle est interprétée par Elsa Gage, qui est une jeune actrice qu'on avait découverte dans Drôle sur Netflix, dans laquelle elle était justement très drôle. Et alors j'ai eu un peu peur le premier épisode, j'ai eu un peu peur de ce jeu très théâtral parfois, notamment dans la diction. J'avais peur de pas du tout accrocher, qu'on soit un peu trop dans la démonstration. Et en fait, au fil des épisodes, elle s'installe, elle est super solide dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle veut raconter, et surtout même dans l'expression corporelle, où elle alterne vraiment entre justement ce corps de femme de 30 ans qui est parfois sexualisé, puisqu'on parle aussi de sa sexualité, et puis qui est parfois celui d'une rabbine, donc dans une approche vachement plus solennelle. Tout ça, moi, j'ai trouvé ça super. D'ailleurs, elle a décroché le prix de l'interprétation à Sérimania cette année pour la série, justement. Donc voilà. Et puis, j'ai redécouvert quelqu'un que j'avais vu il y a longtemps qui s'appelle Elric Elmosnino, qu'on connaît, en fait, d'énormément de films. Voilà. Et je l'avais pas vu depuis longtemps. Et voilà, il est super touchant. C'est le père de Léa. C'est un peu un psy
petit grumpy, qui est un peu fâché pour le coup avec le judaïsme. Donc franchement, il est super. Et puis, il y a vachement d'autodérision aussi. Notamment avec le personnage de Manu Payette, qui est un personnage très exubérant et qui en fait finance la synagogue de Léa. Voilà, en fait, ils repartent quand même de clichés dont ils s'amusent énormément. Donc honnêtement, voilà, moi j'ai adoré. C'est vraiment super tendre, super drôle. Voilà, on a envie d'y revenir à la fin de chaque épisode. Eh bien, un vrai coup de cœur, dont on n'avait pas encore parlé, je crois, effectivement, dans Superstream. On va passer de l'autre côté de la table, au côté du micro de Marc. On reste avec des séries, mais cette fois, la moutarde est montée au nez, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je propose de partir en vacances après comme tous les mois. Après les ultra riches de White Lotus, notamment. Là, c'est des gens un peu moins riches, mais un peu riches quand même. Donc, c'est 3 couples d'amis qui ont une 50aine d'années et qui ont l'habitude de se retrouver en fait une fois par saison pour des vacances. Et ça donne le titre de la série, c'est Les 4 saisons. C'est adapté d'un film des années 80 que j'ai pas vu, donc je vous ferai pas le distinguo entre la série et le film. Un film que t'as pas vu? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Oh, mon Dieu. On l'a trouvé. Mais donc du coup pour me rattraper, j'ai regardé la série et j'aurais peut-être pas dû. Donc en gros, le pitch c'est qu'ils partent en vacances. Là, ça commence au printemps. Et tout va pas se passer comme prévu puisque Nick, joué par Steve Carell, donc l'un des amis, a décidé de divorcer de sa femme depuis 25 ans, mettant ainsi en péril le fragile équilibre amical. Voilà, on va suivre ses copains comme ça de vacances en vacances, de saison en saison, rythmé par la musique de Vivaldi, évidemment, donc à chaque début d'épisode. Aussi. Voilà. Autant dire qu'au bout de 3 épisodes, j'avais envie de tuer un musicien classique, je sais pas, de tuer un violoniste ou je ne sais qui. La série dure 8 épisodes, donc vous avez 2 épisodes par saison. Voilà, c'est assez basique là-dessus. En fait, c'est Tina Fey qui est à la coécriture et à la co-création, je crois, de la série, ou même la création de la série. Et je m'attendais de sa part à quelque chose de beaucoup plus drôle, beaucoup plus mordant. Et en fait, j'étais déçu, je trouvais ça assez tiède. Je trouve que les personnages sont pas très attachants, pas très intéressants. Et je trouve surtout qu'il y a un fond un petit peu réac. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de blagues sur les différences générationnelles entre les jeunes, entre guillemets, et les plus vieux. Mais en fait, on est quasiment toujours du côté des personnages quinquagénaires. Et en fait, les personnages plus jeunes, je trouve qu'ils sont assez maltraités. Ils sont soit moqués, soit déconsidérés. En premier lieu, la nouvelle copine de Nick, qui est évidemment une femme plus jeune. Donc ça, c'est encore, on est sur quelque chose qui est assez cliché. Et je trouve qu'ils n'en font pas grand-chose. Peut-être à la fin, ils la sauvent un petit peu par rapport à ce qui va se passer, que je ne spoilerai pas. Mais pareil, il y a une espèce de coup de force un peu scénaristique à la fin que je trouve vraiment complètement raté. Enfin, vraiment que je trouve artificiel au possible. Et voilà, donc je trouve que les personnages ne sont pas très intéressants. Il y a quelques punchlines qui sont assez drôles parce que c'est quand même du Tina Fey et elle sait écrire. Et donc il y a quelques scènes qui sont vraiment réussies. Mais sur 8 épisodes, ça fait pas beaucoup. Et j'ai eu l'impression de regarder Les Petits Mouchoirs version US avec Steve Carell dans le rôle de François Cluzet. Et quand je dis ça, c'est pas un compliment dans ma bouche. Donc, Marc, tu seras ravi d'apprendre que Netflix n'a pas écouté ton avis, n'a pas attendu Netflix ne m'écoute Superstream jamais. pour annoncer le renouvellement des 4 saisons pour une saison 2. Je crois que c'était à peine 13 jours après la sortie de la 1. Donc, la saison 2 devait être déjà dans les tuyaux quand ils ont écrit sans doute le final. Juliette, je te vois secouer la tête. Un contre-avis peut-être, rapidement? Bah oui, enfin, je vois tout à fait ce que Marc veut dire quand il dit j'ai l'impression de voir Les Petites Mouchoirs version US, parce que maintenant que tu le dis, ça me saute aux yeux. Alors oui, moi aussi, de Tina Fey, j'attendais peut-être un peu mieux, mais je suis loin de trouver ça raté, honnêtement. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Ce leitmotiv de Vivaldi, moi, il m'a pas du tout dérangé. Justement, je trouvais que c'était poussé un peu au maximum, mais dans une sorte d'absurde, parce qu'il y a quand même plein de scènes absurdes dans cette série, et donc pour moi, il y avait une sorte d'écho, quoi, parce que ils n'ont rien de, enfin, malgré leurs apparences effectivement d'Américains aisés, pour la plupart ils n'ont rien de chic, voilà. Et donc du coup j'ai trouvé le contraste plutôt intéressant. Et puis non, moi j'ai pas, enfin pour le coup j'ai pas trouvé ça réac, c'est marrant. Et notamment il y a quelques clichés effectivement, mais pour moi ça allait justement dans cet humour un peu absurde. J'ai vachement aimé notamment le personnage de Colman Domingo qui est pour le coup je trouve plutôt réussi, qui me fait rire. Moi j'ai ri et surtout j'ai pleuré aussi. Honnêtement, moi c'est une série qui m'a touchée. J'en attendais peut-être un peu plus, mais honnêtement à chaque fin d'épisode j'avais envie d'y revenir. J'ai trouvé ça vraiment efficace. Et puis bon, après moi Tina Fey,
voilà, je la trouve assez magnétique à l'écran. Je trouve qu'elle dégage un charisme assez fort qui, pour le coup, me capte super facilement. Donc, peut-être que je suis trop bon public, mais... Mais donc, tu seras au rendez-vous de la saison 2. Alors oui, absolument. Émilie, on finit par toi. Alors, attention auditeurs, énorme scoop. Ce mois-ci, Émilie ne nous a pas déniché de documentaire de faits divers super glauques pour plomber l'ambiance, même si je sais que c'est pas l'envie qui t'en manquait. Oui. Non, tu vas nous parler d'une série de Prime Video qui t'a fait passer un bon moment. Oui, parce qu'en fait, à l'origine, je voulais parler des fournirais britanniques sur Netflix. J'étais vraiment très hypée et Laurence m'a dit s'il te plaît tous les mois tu me déprimes, parle d'autre chose. C'est Fred et Rose West. Oui, d'accord. C'était vachement bien. Du coup je voulais parler d'une série plus comique pour les beaux yeux de Laurence que j'adore, et je voulais parler de Surcompensation qui est arrivée sur Prime là, il y a quelques semaines. Donc Surcompensation, c'est une série écrite et interprétée par Benito Skinner, que nous, on ne connaît pas, mais qui visiblement est une grande star aux États-Unis, qui est un humoriste. C'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes, 30-40 minutes, donc parfait, c'est 4h, 4h30 de visionnage. Et c'est l'histoire d'un ex-footballeur américain qui est au lycée, qui débarque à la fac. C'est un peu comme... ça a un peu des intonations de American Pie, sauf que c'est un American Pie gay, parce que le jeune homme est donc gay, mais il veut absolument pas qu'on le sache dans sa fac. Donc il arrive, il se lie d'amitié avec une nana. Il essaye un peu d'avoir une petite histoire, mais spoiler alert, mon chaton, tu es gay, donc forcément ça ne marche pas. Il essaye un peu de s'intégrer en embrassant tout ce qui est la culture masculine des fraternités notamment, où il va à un moment donné faire un rite de passage pour entrer dans une fraternité. En fait, pensez à tous les trucs, les clichés, les trucs les plus dégueulasses que vous pensez des facs américaines, il les a mis dans la série. Et ce qui est assez cool, c'est que c'est fait avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de tendresse. J'ai eu un peu peur à un moment donné parce que on voit notamment un couple de lesbiennes où j'ai fait oh là là, mais pourquoi tu nous représentes comme ça, mon chat, c'est pas possible. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, tous les personnages sont des énormes clichés. C'est ça, en fait, son propos. Petit spoiler alerte zizi, parce que le colocataire du gars est absolument pas du tout pudique. Et très clairement, moi, personnellement, je n'étais pas prête à ce genre d'image, mais il y a du full frontal. Il y en a peut-être qui ont bien aimé. Voilà. On ne gardera pas l'alerte zizi dans les jingles de la saison 2. Ça m'a traversé l'esprit, Juliette. Non, mais je le dis parce que c'est important, parce que très clairement, je m'y attendais pas. Et là, je fais, ah ouais, ok, why not? En plus, ça... C'est juste... Arrête-toi. Voilà. Bref, c'est frais, c'est assez sympa. Et beaucoup de guests aussi, je crois. Oui, il y a beaucoup de guests. Il y a Charlie X, je sais pas comment on dit là, voilà. XX, qui elle est productrice de la série et qui vient pour chanter à la fac et qui elle aussi tombe, enfin il l'a écrite comme un cliché de la pop star grosse connasse qui arrive et qui fait mais qu'est-ce que je fous là. Enfin bref, il y a pas mal de guests assez cool. Il y a James Van Der Beek. Oui, il y a James Van Der Beek qui vient, qui joue un espèce de vieil étudiant qui revient dans la fraternité. Bref, regardez, c'est très sympa. Ça vous prendra que 4 heures et ça vous déprimera moins que mes petits fournirais britanniques. On a besoin des fois de bonne humeur et de légèreté. Je l'ai fait pour toi, Laurence. Merci, Émilie. Merci à tous les trois surtout. Et on enchaîne avec le premier parti pris du mois, changement d'ambiance, et ça devrait créer pas mal de débats.